Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 15 juillet 2020. Le 10 mai dernier, je publiais ma première tribune, une tribune qui fut ensuite reprise par le journal du dimanche. Je me suis exprimé au titre de Police, République et Citoyenneté, PRC, et non bien sûr en tant que syndicaliste. Pour rappel, le collectif PRC, créé il y a 2 ans à peine, rassemble des citoyens, des policiers actifs ou retraités, issus de tous les grades et de tous les corps de l'institution. Face aux probables conflits sociaux importants qui se préparent, compte tenu de la crise multidimensionnelle que nous sommes en train de traverser et qui va s'amplifier, il fallait prendre date. J'ai donc plaidé au sein de cette tribune pour un changement de doctrine du maintien de l'ordre, un plan massif pour le service public de sécurité et le service public en général. Les principes que j'ai évoqués au sein de cette première tribune étaient clairs. Le service public de sécurité souffre des mêmes maux que tous les services publics. La doctrine de maintien de l'ordre doit être une doctrine de paix et non de guerre. Et l'usage de la force légitime, qui doit être gradué, proportionné, doit être utilisé en dernier recours. Il faut privilégier la gestion démocratique des mouvements sociaux. Une manifestation de voie publique, ce n'est pas la bataille de Stalingrad. Les policiers ne sont pas des parachutistes en train de sauter sur Kolwezi. Il est important de rapprocher la police de la population. La police nationale est issue du peuple et elle n'a pas à se dissocier de ce dernier. Enfin, la police nationale n'est ni de gauche ni de droite. Elle est au service du peuple de France et de l'intérêt général. Elle n'est pas une garde prétorienne au service d'un intérêt particulier. À ce titre, conformément au code de déontologie, les gardiens de la paix doivent désobéir, s'il le faut, à des ordres, dès lors que ces derniers ne sont pas respectueux des droits de l'homme et des citoyens. À cette tribune, beaucoup de choses se sont passées. Après cette tribune, beaucoup de choses se sont passées. D'autres tribunes ont été publiées. Sur la page du collectif, des voix se sont élevées afin de démontrer que la police républicaine existe, et ce depuis les heures de gloire de ces héros, ces résistants qui firent face à la collaboration et à l'occupant nazi. Cette police républicaine existe encore. De tout temps, elle a su faire entendre sa voix. Et elle le fera encore. La voix qui monte des fers parle pour les lendemains, dirait le poète. Oui, beaucoup de choses se sont passées depuis cette tribune du 10 mai. Depuis, mon 3e bouquin, Police en péril, est sorti, et je n'ai eu de cesse, dans le cadre de la promotion de ce livre, de faire des propositions et de marteler les principes évoqués précédemment. J'ai assisté comme vous à ce pitoyable spectacle, qui continue d'ailleurs, opposant pro-flics et anti-flics primaires. J'ai assisté ébahi à cette médiocre sortie de l'ancien ministre de l'Intérieur qui a mis le feu aux poudres au sein de la profession, et ce, de façon tout à fait surprenante, mais compréhensible. Mais j'ai mis en garde les militants. Ne soyez pas dupes, ne tombez pas dans le piège de la provocation. Ne faites pas le lit des extrêmes, en clair, n'en rajoutez pas. Les problèmes de la société ne se résument pas à un affrontement entre la police et la jeunesse ou la police et la population. Les problèmes de la police ne se cantonnent pas à des techniques d'intervention, des gamelles et des bidons. J'assiste encore aujourd'hui à parfois des tweets de certains mouvements politiques qui rappellent la rafle du Veldiv, cette police collaborationniste, bien entendu, qui est la honte de notre institution. Et je vois des militants républicains qui répondent en disant ou en attaquant de façon vraiment très exagérée ces mouvements politiques, en faisant référence à je ne sais quel mouvement politique de l'époque, en comparant des leaders à je ne sais quel leader collaborationniste de l'époque. Tout cela est totalement ridicule. L'intérêt de la police nationale, il est ailleurs qu'en dans cet affrontement systématique entre les uns et les autres. Occupez-vous plutôt de vos mandants, occupez-vous plutôt de l'intérêt de ceux qui sont sur le terrain. C'est aujourd'hui qu'il faut vous battre plus que jamais pour eux et obtenir ce qu'ils méritent depuis des lustres. La police nationale
n'est pas un vide-grenier, ce n'est ni un vide-grenier ni une brocante. Il faut cesser de faire du neuf avec du vieux, la police nationale mérite bien mieux que ça. Lors de toutes mes interventions, j'ai avec d'autres appelé de mes voeux une nouvelle loi d'orientation et de programmation sur la sécurité. Des propositions ont été énoncées, au nombre de 7. Première proposition, comme pour le domaine de la santé, il faut recruter des effectifs. Mieux répartir les tâches, certes, donner les moyens aux policiers de faire leur travail et revaloriser les salaires, travailler à un véritable statut social pour tous les policiers sans exclusive. Deuxième proposition, les peines à l'encontre des agresseurs de policiers, de pompiers, de gendarmes ou de tout dépositaire de l'autorité publique doivent être beaucoup plus sévères. Ça ne sert à rien de déposer plainte systématiquement dès qu'un pompier se fait agresser, si les plaintes ne sont pas suivies des faits et ne sont pas sanctionnées sévèrement. Comme indiqué dans mon ouvrage, il existe 2 dérives dans le domaine de la sécurité. La dérive ultra-répressive dont on parle souvent et la dérive laxiste dont on parle moins. Celle que j'appelais à l'époque dans mon premier livre en 1995 des flics nounous, à qui l'on demande d'être des assistantes sociales. Cette dérive, récemment incarnée par Christiane Taubira, conduit irrémédiablement à un retour à l'ordre brutal. La sécurité publique et républicaine ne vaut que si l'on pratique le juste milieu entre prévention et répression. Troisième proposition, essentielle. Un tronc commun de formation doit permettre à tous les policiers de mieux appréhender le travail de l'autre et d'initier un nouveau management humaniste et non plus seulement gestionnaire. Quatrième proposition. Les quartiers de reconquête républicaine, les QRR, définis par Gérard Collomb, doivent être étendus, ils sont 60 aujourd'hui, à l'ensemble des zones prioritaires définies par la politique de la ville, 718 exactement, sur la métropole. Des délégués sécurité à la cohésion, définis également par cette politique de la ville, doivent être nommés au sein de chacun de ces quartiers de reconquête républicaine. Il faut leur donner les moyens, bien évidemment, de faire leur travail. À charge pour ces délégués de mettre en place au plus près du terrain des comités consultatifs de citoyens. Les politiques locales de sécurité doivent être plus proches de la réalité sociologique de notre société. Cinquième proposition. Il faut réformer et renforcer impérativement les services de renseignement, qui doivent redevenir la base de la refondation de la police républicaine du XXIe siècle. Comme un médecin a besoin d'actes techniques et de radio pour poser un diagnostic, la police a besoin de connaître le réel d'un quartier ou d'une situation donnée pour poser la bonne préconisation. Sixième proposition. Il faut en finir avec l'engorgement bureaucratique du système judiciaire. Scandaleux. Les enquêteurs passent désormais plus de 2/3 de leur temps à remplir des paperasses au détriment de l'enquête ou de leur présence sur leur terrain. Près de 50% des plaintes contre X sont classées sans suite. Il est urgent de rendre plus attractif le service d'investigation, de le moderniser par les outils du numérique et de l'oralisation. Nous sommes en retard d'un siècle par rapport à cela. Le judiciaire dans la police aujourd'hui est trop souvent en fait un déni de justice. Septième et dernière proposition, il faut opposer à cette stupide culture de la performance qui prévaut, de l'immédiateté et de la suspicion permanente, la culture de la qualité et de la transparence. Le nouveau ministre doit mettre en place, comme cela se fait en Grande-Bretagne, comme cela se fait en Belgique, il ne faut pas être européen uniquement quand ça vous arrange, un nouveau service de défense des droits et de contrôle indépendant de l'exécutif responsable devant le Parlement. Ce service impartial, composé de policiers et de non-policiers, pourrait être déconcentré à l'échelle régionale et pourrait donc intervenir et enquêter rapidement. Il serait un gage pour tous de transparence. Je dis bien pour tous. À ces fins, il faut fusionner l'IGPN et le Défenseur des droits en une seule et même institution indépendante, laquelle pourra également être saisie par tous les policiers, ce qui leur permettra, lorsqu'ils sont accusés à tort, y compris lorsqu'ils sont syndicalistes, et ou également victimes de discrimination, de mettre fin aux fausses accusations dont ils sont l'objet. Cette institution veillera au respect des droits et des libertés, une garantie citoyenne conforme à l'article 71-1 de la Constitution.
En finir avec cette culture de la performance qui prévaut aujourd'hui au sein de la grande maison est un impératif démocratique, car cette course aux chiffres, aux faits élucidés, est absolument inefficace. Elle est source de tensions supplémentaires, elle fomente les risques de la dérive ultra-répressive à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Cette culture du résultat, ce new management, ce médiocre modèle américain que j'évoque également dans mon livre, est un modèle ultralibéral qui n'est pas le nôtre et qui privilégie le technosolutionnisme, la technobureaucratie, la sécurité de ce que j'appelle les poupées russes, qui multiplient les polices et privatisent à tout va. Un citoyen n'a pas à payer 2 ou 3 fois pour sa sécurité. Un modèle qui engendre, de par la fracture sociale dont il est responsable, les communautarismes. Les Bronx viennent de chez nous. Ces territoires perdus de la République, sur le 9-3, à Marseille, à Dijon ou ailleurs, abandonnés et totalement désertés par tous les services publics. Comme si les forces de sécurité publique pouvaient ensuite à elles seules résoudre tous les maux qu'elles subissent, également à titre privé. Un service public de sécurité, pour être efficace, a besoin d'une coordination avec tous les autres services publics nécessaires, éducateurs spécialisés, services de santé de proximité, postes, sport et loisirs, éducation populaire, MJC, centres sociaux, lieux de réunion, et j'en passe. Par ailleurs, et pour être respectée, la police nationale doit être évidemment respectable. Les gardiens de la paix, tous les policiers n'ont rien à perdre à changer de modèle. Bien au contraire, il est injuste que pour quelques brebis galeuses minoritaires, et qui déshonorent le métier, des services entiers par convenance politique, momentanée, ponctuelle, soient dissous, comme ce fut le cas récemment sur le 9-3. Cette semaine, un quotidien s'est fait l'écho d'un cas que curieusement personne ne condamne. Un cas pourtant plusieurs fois évoqué dans la presse, qui parle, qui traite d'un commandant de CRS qui est mis en cause plusieurs fois, je cite, pour son, entre guillemets, zèle agressif. Le comportement violent de ce commandant, donc rendu public par la presse, fut déjà dénoncé lors de manifestations contre la loi travail de 2016, dite loi El Khomri. Il fut ensuite accusé, le même personnage, peut-être à tort, de frapper 3 semaines plus tard un manifestant à terre. Une autre vidéo, tournée en 2017, acharnement, point d'interrogation, le montrerait en train de courir après des supporters sur les Champs-Élysées, frappant aléatoirement des passants, alors qu'il se trouvait seul en avant de ses troupes. Curieuse attitude. Le 20 avril 2018, à l'aube, ce n'est pas terminé, il dirige l'opération d'évacuation musclée de l'université de Paris-Tolbiac, occupée par les étudiants. Le 1er décembre 2018, le même commandant serait impliqué dans l'opération très médiatisée, pour ne pas dire la bavure du Burger King à Paris, qui a défrayé la chronique. Le 27 janvier, il apparaît à nouveau dans un reportage du Parisien qui relate les manifestations des Gilets jaunes. Cette fois, on l'accuse d'une violente agression par derrière d'une gilet jaune venue d'Amiens. C'était le 20 avril 2019 à Paris. Elle se prénomme Mélanie et elle donnera un entretien à France 3 6 jours après. À ce jour, aucune sanction ne semble avoir été prise, aucune voix, je n'ai rien entendu, ne semble s'être élevée dans les rangs de la police républicaine pour dénoncer ce commandant. Bien au contraire. Déjà détenteur depuis 2003 de l'Ordre national du mérite, il a été décoré en 2018 de la Légion d'honneur et en 2019 de la médaille de la sécurité intérieure. J'évoque un cas similaire dans Police en péril, contre lequel cette fois un syndicat, Unité SGP Police, s'est courageusement élevé, mais n'a pas été entendu par l'administration. Je fais ici référence à la mort de Steve Maicanino le 22 juin 2019 et du chef de troupe qui commandait ce soir-là l'intervention de nos collègues. J'aurais pu parler, dans mon livre aussi, de ce policier qui commandait les CRS, auteur de tir, ayant tué Zineb Redouane à Marseille, le 1er septembre 2018, également décoré de cette médaille destinée, je cite, entre guillemets, à récompenser les services particulièrement honorables, notamment
un engagement exceptionnel et, je continue à citer, à récompenser des actions revêtant un éclat particulier. Fermez les guillemets. En début de semaine à Gruissant, non loin de chez moi, station balnéaire de notre belle côte audoise, un cimetière a été profané. C'est la première fois chez nous. Des tombes ont été saccagées, ornées de croix gammées. L'horreur. À bas les Français, à bas les Juifs, et j'en passe. Le quotidien qui a évoqué le cas de ce commandant de CRS fait également état de son passé quelque peu controversé, c'est le moins qu'on puisse dire. Le journal évoque en effet, c'est grave, des agressions sexuelles et des chants nazis, des rites humiliants pour les nouveaux venus au sein de la compagnie 21 à Saint-Quentin dans l'Aisne. Une compagnie où était en poste le même officier. Ce qui ne l'empêche pas, hier, le 14 juillet, d'être une nouvelle fois en première ligne aux ordres du préfet allemand pour assurer le service d'ordre de notre fête nationale. Alors, de deux choses l'une. Ou toutes ces histoires honteuses pour l'institution, véhiculées par la presse, sont erronées, auquel cas il faut mettre un terme tout de suite à cette délation. Soit elles sont avérées, auquel cas elles démontrent que la dégueulasserie est devenue un symbole de compétence au sein de la police nationale. Alors plutôt que d'attaquer les partis politiques, si tel est le cas, j'en connais certains qui feraient mieux quand même de dénoncer ces actes. Ça ne sert à rien de sauter comme un cabri, de dire je suis républicain, il faut le prouver. Si tel est le cas, effectivement, si tous ces faits sont avérés, je ne comprends pas du tout le silence complice de celles et ceux qui, à tous les étages, couvrent de tels agissements. Si tel est le cas, toute la chaîne de commandement également, y compris au plus haut niveau, doit être sanctionnée, et non promue, pour avoir soit donné des ordres illégitimes, soit fermé les yeux sur des comportements indignes du métier de policier. Le président, dans son allocution du 14 juillet, a été très clair. Il ne changera pas de cap. Il changera tout juste de chemin. Le Premier ministre a également été très clair dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Amis policiers, soyez vigilants. Il doit être mis fin aux régimes spéciaux, je cite le Premier ministre. Ces deux interventions devraient faire réfléchir dans la police les partenaires sociaux. Les trois organisations syndicales qui, dans le domaine de la santé, ont signé les accords de Ségur risquent fort d'être totalement désavouées par leur base. C'est déjà, je crois, en partie le cas. Une base dont les représentants ont, je précise, dans le domaine de la santé, pour 50% d'entre eux, rejeté ces accords. Une base que les syndicats ne maîtriseront plus, qui va les considérer comme ce que l'on appelait dans le passé des jaunes, et qui ne leur fera plus confiance. Alors, je le dis avec une certaine solennité, ce qui se passe et va se passer dans le domaine de la santé doit servir de leçon aux syndicats au sein de la police nationale. Dans le domaine de la santé, ce sont près de 35 000 personnels qui ne bénéficieront pas de l'augmentation annoncée. Notamment, ce qui est absolument honteux et scandaleux, tous ceux qui évoluent dans le domaine du handicap. Et le personnel de santé reste l'un des plus mal payés d'Europe. Le 14 juillet, ils étaient peut-être une vingtaine de figurants sur les Champs-Élysées à lui rendre un hommage bien mérité, mais ils étaient près de 15 000 dans les rues de Paris l'après-midi pour dire non à cet accord qualifié sans doute un peu exagérément d'historique par notre nouveau Premier ministre Catalan. La police nationale mérite mieux qu'une aumône, pour les uns ou pour les autres. Comme le personnel de santé l'exige, elle doit avec lui, solidaire de lui, exiger ce qui lui revient de droit. Permettez-moi, pour conclure, de vous citer un extrait d'une ancienne affiche du syndicat général de la police et de la FASP. Elle doit dater environ d'une vingtaine d'années, voire même plus. Elle reste tristement d'actualité et mérite vraiment, amis syndicalistes, toute votre attention. À votre place, je la mettrai même dans les cycles de formation, si ces cycles existent toujours au sein des organisations syndicales, ce que je crois. Permettez-moi de vous citer quelques extraits de cette affiche.
agissons. Lorsque les sans-travail, les sans-revenus, les sans-secours, les sans-abri, les sans-illusions, les sans-syndicats, les sans-partis en auront assez d'être bercés de promesses sans fondement et sans lendemain, lorsqu'il ne restera plus rien que la fuite en avant, on appellera la police. Mais la police est composée de travailleurs qui côtoient tous les jours la misère des Français, qui dans leur famille comptent des chômeurs et des RMistes. Quand bien même ces policiers voudraient se poser à une vague de mécontentement déferlant sur le pays, qu'ils ne le pourraient pas. Les citoyens sont en effet trompés chaque jour un peu plus sur l'état du pays, mais aussi celui de leur sécurité. La police n'a pas les moyens de protéger les Français. Fermez les guillemets. Voilà, j'ai été un peu long, je le sais, mais que voulez-vous? Je préfère, pour ma part, le fond que les doigts levés et les tweets mitraillettes superficiels. C'est sur des fondations, à mon sens, et avec des matériaux solides que l'on construit un édifice. Il faut parfois du temps pour s'en rendre compte. Pas sur des artifices superficiels, opportunistes et toujours éphémères. Et que l'on ne s'y méprenne pas. J'espère que ce gouvernement va réussir. Je le dis très sincèrement. Mais pour qu'il y parvienne, il doit changer de cap et non de chemin. Il doit être porteur d'une véritable alternative républicaine. Le but n'est pas d'opposer souverainistes, populistes, etc. Ça, c'est complètement stupide. Il y a des républicains qui sont souverainistes, il y a des républicains qui ne le sont pas. Il faut construire cette alternative républicaine. Elle seule peut rassembler une majorité de Français. Elle seule permettra de réformer la France. Sans douleur, sans heurts, sans mouvements sociaux. Parce qu'il y en va de notre démocratie et que nous risquons à moyen terme ce que je nomme dans mon livre « Police en péril, le grand chaos », il faut absolument construire cette alternative. Pour éviter que la crise sociale ne dure et ne s'aggrave, le rôle des contre-pouvoirs républicains n'est pas simplement de jouer au béni-oui-oui de service, et de se vendre par lâcheté ou par confort, tantôt aux uns, tantôt aux autres. Il est de résister, d'être solidaire, de se battre, de secouer le système en permanence pour lui imposer avec le peuple de France ce changement de cap impératif pour notre devenir et celui de nos enfants. Le gouvernement actuel va tout faire pour désamorcer une situation explosive. Il va tout faire pour. On le voit notamment avec le report de la réforme des retraites qui s'annonce, etc., etc. C'est très bien, mais ça ne suffira pas. Ça ne fait que reporter le problème. Si l'on ne change pas de cap et si l'on n'oppose pas un modèle républicain à ce modèle ultra-libéral que l'on nous sert depuis des années. Bonnes vacances à celles et ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre et surtout, bon courage à toutes celles et ceux qui bossent. Au revoir et à la rentrée.